Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est dans ce podcast que l'on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture, la culture comics et bande dessinée par leur travail au quotidien. On est dans le magnifique hôtel de ville de la ville d'Angoulême dans le cadre du FIBD 2025 et on va à la rencontre d'un éditeur qui dans sa collection en fait propose des comics mais pas que. Et comme on n'est pas du tout sectaire, on va pouvoir parler de bande dessinée de façon générale avec Marc-Antoine Fleuret. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Alors, bienvenue déjà dans ce podcast. Je suis content qu'on m'ait invité. Eh bien voilà, j'espère que tu seras content d'y être invité encore quand on aura fini de se parler. L'idée c'est vraiment de présenter ton travail, qu'est-ce que tu fais, quel est ton parcours surtout au départ. Donc je pense qu'on va peut-être juste simplement commencer par là. Est-ce que tu peux un peu décrire ton parcours ? Alors, il y a à peu près 7 ans, j'ai fait le choix de changer complètement d'orientation professionnelle pour créer quelque chose qui avait du sens pour moi. Donc, j'ai créé une petite maison d'édition qui s'appelait Les Aventuriers de l'étrange, où j'étais complètement tout seul. Le but, c'était de mettre en avant des auteurs, des cultures, des sensibilités différentes. Donc cette structure a duré 6 ans. C'était compliqué en termes de visibilité. Les dettes se sont accumulées, mais la maison d'édition en fait a tenu le coup malgré tout ça, parce que avec ces auteurs d'Espagne ou de Roumanie ou du Danemark, en fait j'ai réussi à créer des liens forts. Ce qui fait que malgré toutes les galères, c'est ce lien qui a permis de faire tenir la structure malgré les problèmes d'argent, malgré les problèmes de diffusion, malgré tout ça. Et donc arrivant complètement en bout de parcours, j'ai essayé de trouver des solutions pour que la structure ne meure pas, et ce qui était en train d'être le cas. Je me suis adressé ce sont les seuls que j'ai contactés. Je me suis adressé à Olivier Sulpice et le groupe Bambou, en fait pour qu'il me sauve un peu quelque part. Je savais pas sous quelle forme et comment. C'est juste j'avais besoin d'aide. J'avais pas envie que la structure meure finalement. Ce que je lui ai proposé lui a plu. Donc assez vite finalement, on a trouvé un accord. Les Aventuriers de l'étrange ont été fermés. On a fermé la structure proprement. Il y a fin 2023 et une nouvelle structure qui s'appelle Aventuriers d'ailleurs, qui est en fait exactement la même chose que ce que je faisais quand j'étais tout seul, est née dans le giron, dans le groupe Bambou. Donc pour justement continuer à promouvoir des auteurs étrangers, des cultures, des sensibilités différentes, ce que Bambou, le groupe Bambou n'avait pas dans ces différents labels. Donc c'est quelque chose en plus que j'apportais. Je pense que ce qui a séduit, c'est ce réseau que j'avais réussi à tisser avec plusieurs pays, aussi le relationnel que j'ai réussi à mettre en place avec les auteurs. Et voilà, donc ça s'est fait juridiquement très vite et les premiers titres sont sortis début 2024, donc ça fait pile 1 an. Joyeux anniversaire. Merci. Alors, je me permets de justement, on va revenir un petit peu. Tu disais que tu faisais autre chose avant. C'était quoi? Juste pour qu'on voit quel est le gap. Ouais. Je viens absolument pas j'ai jamais travaillé dans l'édition. Je viens absolument pas de ce milieu-là. On va faire un concours. Moi, j'ai fait une thèse en biologie moléculaire avant de devenir journaliste comics. Est-ce que tu fais un gap pareil? Est-ce qu'on fait un concours de grand écart? Je pense pas autant quand même. Moi, j'ai fait des études d'architecture. Mais j'ai jamais mis les pieds sur un chantier, je connais absolument rien. À la fin de mes études, je voulais rester à Paris parce que j'aime bien Paris en fait. Donc la seule solution, il fallait que je trouve du travail vite. Donc j'ai remplacé la personne qui faisait les badges au Centre Pompidou. Une personne qui était en arrêt maladie. Au début, c'était un stage de 2 semaines. La personne,
Le gars était beaucoup plus malade que prévu. Ouais. Que prévu. Mes 2 semaines se sont transformées en mois. Et en fait, il se trouve que le gars est décédé pendant cette période-là. Donc, je suis resté. L'origin story super sombre, en fait. Je suis resté beaucoup plus longtemps. Mais après, comme c'est un musée d'État, il faut passer des concours pour être titulaire du poste. Donc mon contrat s'est arrêté et petit à petit, en fait, c'est comme ça que mon parcours administratif a commencé. J'ai fait plein de remplacements de personnes en arrêt maladie ou en congé maternité à Paris dans des grandes administrations publiques type Conseil d'État, ministère des Sports, ce genre de choses. Donc j'ai fait ça pendant 15 ans. Sur mon dernier emploi, donc qui n'était pas dans une structure d'État, c'était dans une structure privée. Je me suis fait virer. Je pensais que ça allait être la fin du monde, et en fait, ça a été libérateur. Ça a été libérateur parce que ça m'a permis, en fait, depuis longtemps, toujours même. T'étais dans le guidon, en fait. Je sais pas. Enfin. Je faisais. En fait, c'est que c'est horrible de dire ça, hein, mais. En gros, je faisais des boulots pendant 6 mois dont j'avais strictement rien à faire. Que je sois là ou pas, c'était exactement le même impact sur le monde, en fait, sur la société. Donc j'étais en gros, je bossais 6 mois, j'étais au chômage 6 mois. C'est peut-être horrible, hein, ce que je vais dire, hein, mais c'est peut-être pas un bon exemple, hein. Mais j'étais très content d'être au chômage parce que je faisais ce que je voulais, et quand je voyais que la fin de mes droits s'arrêtait, je me dépêchais de retrouver un poste administratif pour recharger mes droits chômage. Mais le seul but finalement, c'était de gagner du temps, d'avoir parfois du temps libre pour faire des trucs qui me plaisaient, qui n'aboutissaient absolument jamais à rien. Donc j'ai fait ça pendant 15 ans, mais en fait j'avançais pas. Et à un moment, l'aube de la quarantaine, après ce boulot où je me suis fait virer, où j'avais beaucoup de chômage derrière, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie? Et depuis toujours, parce qu'avant l'architecture, j'ai fait un bac d'art appliqué, donc je dessine un peu. Depuis toujours, je lis de la BD. Et au départ, comme j'avais beaucoup de chômage, je m'étais dit, franchement, t'as du temps, lance-toi comme auteur de BD. Et je me suis rendu compte que dessiner 1 heure par-ci par-là, c'était cool, mais 6 heures par jour, c'était horrible. Je détestais, c'était hyper dur. Tout était hyper dur. Et à un moment, je me suis dit, mais tu vas dans le mur, parce que même dans le même temps, j'ai rencontré des auteurs qui m'ont parlé concrètement de leur métier, des gars qui avaient 1000 fois plus de talent que moi, et c'était hyper dur pour eux. Donc là, je me dis, mais Marc, tu vis sur une autre planète, quoi. Et donc, je suis allé, mais comme le milieu, j'aimais bien le milieu, en fait. Donc je suis allé je me suis renseigné, je me suis dit, mais comment ça marche du côté de l'édito. Donc je suis allé faire des stages, notamment aux éditions qui ont disparu maintenant, les éditions du Lombec. Je suis allé également aux éditions Ça et Là, et en fait c'est là que j'ai tout appris. J'ai pu voir ce qu'était une ligne éditoriale, ce que je soupçonnais absolument pas au début. Je connaissais rien du tout, mais je me suis dit, mais en fait, c'est beaucoup plus raccord avec mon caractère. Maintenant, je dessine absolument plus du tout, mais ça me manque pas du tout. Donc, ce choix finalement un peu par défaut, c'est avec le temps, c'est devenu un choix premier, et je regrette vraiment pas d'être bidon en dessin, en fait. Il y a pas de souci. Mais justement, tu parlais de quête de sens. En fait, c'est ça. Tu dis que, en fait, pour toi, donc, éditer de la bande dessinée, ça a été aussi une façon de trouver de donner un sens à ton travail, à ce que tu fais. Pourquoi, en fait, éditer des bandes dessinées, ça donne du sens? Qu'est-ce que c'est pour toi, la BD? La BD, moi, j'en lis depuis tout le temps, et en fait, ça me fait tellement voyager, ça me coupe de mon quotidien, de façon ludique. On apprend des choses de façon ludique. Mes parents sont dans l'éducation nationale, donc c'est pas innocent aussi. Si la BD, c'est la façon d'apprendre des choses, mais de façon fun. Il y a une telle diversité en France. Tous les thèmes, tous les sujets sont abordés. Donc c'était parfait. Pour moi, c'est un média top. Alors, comment on fait pour créer une maison d'édition ex nihilo? À partir de rien. Ouais. On peut dire, au début, je pense que les planètes se sont un peu alignées et que j'étais complètement inconscient. C'est-à-dire que après
ma période de stage aux éditions Ça et là, Serge Evanzig m'a vraiment tout montré. Il m'a tout expliqué et avec le recul, je le remercierai jamais assez parce qu'avec le recul, t'es un gars de 35 piges qui vient chez toi. Et en fait, il a été transparent sur tout. Mais c'est ce qui caractérise pas mal Serge, je crois, même dans le milieu, cette transparence absolue. C'est assez fort. Mais même encore, ça m'arrive quand sur des problématiques de lui envoyer des messages pour qu'il me conseille en fait. Et donc à partir de là, je me suis dit mais en fait les éditions Ça et là, je suis pas vraiment le public des éditions Ça et là, mais j'ai compris que la ligne éditoriale et la direction qu'on donnait, c'était hyper important. Et je me suis dit mais il faut exactement que je fasse ça, mais avec ma sensibilité à moi. Et donc après, quasiment même en même temps, j'ai fait une liste. Il y a un truc aussi, un élément qui a été aussi pas mal déclencheur, c'est que je me souviens que pendant un été, après le stage chez Serge, j'avais absolument rien à faire de l'été. Et en fait, je suis parti. J'ai pris mon vélo, je suis parti pendant 1 mois et demi à travers l'Europe. Et j'étais tout seul. Et en fait, j'ai énormément réfléchi à ce qui était important pour moi. Et en même temps aussi, il y a une liste d'auteurs idéal qui s'est mis en place dans ma tête. Des gens que j'adorais. En fait, je me posais pas la question de savoir si c'était possible ou pas. Je me suis dit, et si jamais. Et donc dans cette liste d'auteurs, il y avait des auteurs français, des auteurs étrangers, des gens vivants, des gens morts. C'était uniquement une liste de personnes avec qui, dans l'absolu, j'aurais voulu travailler. Et donc quand je suis rentré, il se trouve que dans cette liste-là, il y avait Pedro Rodriguez, un auteur espagnol qui avait publié au début des années 2010 chez Glénat et EP Éditions. Je connaissais ses albums, j'adorais son univers. Et en fait, je l'ai contacté parce que j'avais vu en cherchant qu'il avait un album qui était complètement inédit en France. Je sais absolument plus comment j'ai trouvé son numéro ses coordonnées. Je l'ai contacté, il m'a répondu tout de suite. Il parlait français. Peut-être 1 mois après, j'ai pris ma voiture, je suis allé le voir à Barcelone. Et là encore, comme si un peu les planètes s'alignaient. Il me connaissait, je suis personne. Donc on a discuté, il était hyper sympa. Et on a tout de suite trouvé un accord sur son livre. Il était très étonné qu'un gars traverse la France pour un livre qui datait de 10 ans, dont tout le monde se foutait. Et donc c'est comme ça que les choses ont commencé. En même temps, j'avais absolument pas d'argent, donc je suis allé à la banque pour leur demander de l'argent finalement. Un emprunt, ouais. Avec le recul, j'ai absolument pas emprunté assez, mais le secteur de l'édition, c'est un secteur à risque, donc c'est pas simple justement d'avoir des prêts. Là, quand tu leur présentes le projet, je veux faire une maison d'édition, ils te regardent, ils font Exactement. Ouais. Quand on commence un peu à leur expliquer le jeu des réassorts, des retours, ils sont complètement perdus. Et là, le hasard a fait que mon conseiller, il se trouve que moi je suis assez bon élève, donc j'ai quand même potassé le truc. J'avais lu plein d'études. Tu n'es pas allé dans les mains dans les poches non plus. Pas du tout allé les mains dans les poches. Mais il se trouve que le conseiller, 1 mois après, en fait, c'est pas le conseiller, c'était le directeur de la banque. 1 mois après, il changeait de poste. Et en fait, je pense que ça a ajouté. Bon, allez, le gars a l'air un peu, pas trop bidon. Moi, je m'en vais, je change de poste dans 1 mois. Allez, peut-être que dans d'autres circonstances, j'aurais peut-être pas accordé, mais là, il l'a fait. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Je savais, je voulais pas aussi avoir je voulais pas faire de l'auto-édition. Pour moi, faire des livres, c'est pour qu'ils soient lus par le plus de monde possible. Donc, si faire de l'auto-édition, c'est juste pour vendre à ses copains ou son cercle proche, je schématise, c'est pas du tout ça. Mais en fait, c'est l'idée que j'en avais. Donc, je voulais pas ça. Donc, trouver un diffuseur était hyper important. Et là encore, mais donc j'en ai vu 2 et c'est Serge Evanzig qui m'a donné les coordonnées des diffuseurs. Il m'a aussi donné les coordonnées d'imprimeurs parce que j'avais vraiment aucun réseau. Parce que je voulais pas, ma crainte, je savais que je partais de zéro et je voulais absolument pas que mes livres fassent cheap.
Donc il fallait que je m'adresse, même si ça coûtait peut-être un petit peu plus cher, il fallait forcément que je m'adresse à des bons imprimeurs, que je travaille avec un maquettiste confirmé. Je sais que sur un truc, sur un projet, j'avais des couleurs à faire, il fallait pas du tout que ce soit une coloriste débutante, parce que j'étais pas armé en fait pour driver tout ça correctement, et donc ces gens plus expérimentés que moi m'auraient proposé des solutions viables. Donc voilà, donc tout a commencé comme ça. Vraiment, ouais, j'ai eu l'impression que toutes les planètes se sont alignées au bon moment, et ça a pris très peu de temps. Je pense qu'entre le stage chez Serge et le premier album qui est sorti, donc de Pedro Rodriguez, je pense qu'il s'est passé 7 mois. Ça a été hyper rapide, hein, hyper rapide. Donc voilà, donc c'est comme ça que tout a commencé. Et il y a aussi une chose c'est au début, le choix de travailler avec des auteurs étrangers, c'était un choix contraint. Parce que c'est beaucoup moins cher de faire de l'achat de droits que de la création. Donc du coup moins risqué. Et donc maintenant, je me suis rendu compte que moi, ma sensibilité, j'ai plutôt une sensibilité sur des albums de jeunesse avec de l'aventure, du merveilleux, des courses-poursuites à fond la caisse. Enfin, voilà, faut que ce soit fun, quoi, et qu'il y ait de l'humour. Et donc, je me suis rendu compte que dans tous les auteurs que j'aimais bien, toutes ces histoires, même si c'était des histoires fun, en fait, en creux, il y avait toujours un message un peu universel qui était distillé par les auteurs. Et je me suis rendu compte, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais la fougue de la jeunesse ou l'héritage du passé. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ma mère étant institutrice, je pense que c'est quelque chose qui a dû déteindre sur moi. Je veux, même si c'est pour les enfants, je veux quand même essayer je sais pas si j'y arrive, mais au moins essayer de faire des choses un peu intelligentes, des choses des albums qui ont plusieurs niveaux de lecture, pour que selon son âge et sa sensibilité et son vécu, on voit des choses différentes. Et donc toutes ces grandes questions un peu universelles, traitées par des cultures et des sensibilités voisines de la nôtre, il y avait un petit décalage, un charme un peu différent, en fait, que j'adore. Et donc maintenant, je cherche vraiment que ça. Je me restreins, par exemple, avec le temps, j'ai développé un gros réseau d'auteurs en Espagne, mais je me restreins sur l'Espagne parce que je peux pas publier autant de livres que je voudrais. Mais justement, je veux plutôt essayer d'aller chercher des gens en République tchèque, au Canada, je sais pas, en Norvège, justement pour essayer de trouver ce petit décalage, en fait. Et cette phase de scouting un peu, comment elle se passe? Alors tu regardes ce qui existe, tu te déplaces dans les pays, tu vas voir la production locale. Non, j'imagine peut-être que tu vas plutôt sur là, il y a les marchés des droits au FIBD, il y a Bologne, il y a en fait, j'aime bien quand on me pose cette question parce que c'est plutôt étonnant. La réponse est quand même plutôt étonnante d'ailleurs. C'est que franchement, honnêtement, je pense qu'il y a 75% c'est du hasard, en fait. Je cherche pas vraiment, un peu plus maintenant que lorsque j'étais tout seul. Mais c'est vraiment le hasard. Grâce à Pedro Rodriguez, j'ai découvert plein d'auteurs en Espagne. Je suis tombé, par exemple, alors ça c'est l'exemple type. C'était vraiment au tout début de la structure. Justement, je cherchais j'étais à l'affût un peu de tout ce qui se passait, mais je savais pas comment chercher en plus. Et je me souviens, donc j'étais à Paris chez maintenant qui a le magasin Boulinier qui a fermé maintenant, et il y avait un bac de BD étrangère en langue originale, un vieux bac complètement déstocké, tout le monde s'en foutait, que je regarde. Et dedans, je trouve un album. Je sais pas quelle langue c'est. Je pensais que c'était du turc. Il y avait des monstres. C'était super bien dessiné. Mais ça peut peut-être le faire. Donc j'ai acheté ce pauvre album dont tout le monde se foutait, qui était à 2 €. Je suis rentré chez moi. J'ai regardé plus en détail. J'ai regardé qui était l'auteur. Il se trouve que c'était quelqu'un, Maria Sorducan, qui est roumaine. Je l'ai contactée par Facebook. Je lui ai envoyé un email par Facebook. Elle m'a répondu directement. Donc on a échangé plusieurs messages. Pareil, elle parle parfaitement français, hasard total. Et donc l'album, on l'a publié quelques mois après. Mais grâce à elle, maintenant j'ai une énorme je connais énormément d'auteurs en Roumanie. Et
grâce, je sais que maintenant aussi, avec une auteure roumaine avec qui je m'entends très bien, qui a des origines hongroises, eh ben elle me fait découvrir des auteurs hongrois. Et en fait, tout se fait quand même vraiment un peu par hasard. Même si maintenant je suis Instagram aussi, parfois j'ai trouvé des auteurs grâce à l'algorithme d'Instagram. Des trucs que j'aime bien, il me renvoie sur autre chose. Je mets un j'aime, je suis le compte. Le compte revient régulièrement et à un moment, il y a une image qui me fait un peu tilt. En fait, ce gars, c'est quand même pas mal. Donc là, à partir de ce moment-là, je vais voir tous les auteurs, en gros, ont des sites internet. Je vais voir ce qu'ils ont fait. Quand c'est comme ça, quand ça commence vraiment à me plaire, j'achète tout ce qu'il a fait. Même si c'est pas dans ma langue, je m'en fous. J'achète tout ce qu'il a fait pour voir s'il y a une cohérence dans le travail. Et c'est un peu comme ça c'est vraiment un peu comme ça que ça se fait. Hein. Ça t'a permis aussi un peu d'appréhender la vivacité du marché de la BD dans plein de pays différents, en fait, de voir à quel point en fait on soupçonne pas forcément qu'il y a plein de gens aussi qui font de la BD. Vraiment. Parce que nous on est très franco-belge. Mais maintenant c'est un peu plus facile parce qu'avant quand j'étais tout seul c'était tellement compliqué financièrement parlant. Franchement je bougeais pas beaucoup, je pouvais pas. Mais maintenant, c'est pas le cas. Maintenant, on m'encourage même plutôt à aller voir différentes choses. Donc là, je suis allé, il y a pas longtemps, je suis allé pendant 10 jours en Roumanie pour voir des auteurs, pour voir plein de trucs. Je suis allé, il y a pas non plus pas tellement de temps en Angleterre sur une convention. Donc maintenant, je bouge beaucoup plus. Et oui, c'est exactement ça. C'est la France et la Belgique, c'est quand même assez exceptionnel dans le mode de fonctionnement. Ça se passe vraiment pas comme ça. Il y a plein de pays où le marché de la BD est quasiment inexistant. Mais il y a quand même une scène créative. Il y a plein de gens. Tu dirais qu'il y a une scène créative alors que nous, c'est quand même devenu une industrie aussi complètement. Mais ce que j'aime bien, c'est aussi pour ça, comment dire, quasiment pareil, enfin. Je pense que tu as dû comprendre, c'est toujours moi, je me permets de te tutoyer. Tu peux. Il y a pas beaucoup, très peu d'exceptions, mais globalement, c'est quand même toujours moi qui vais vers les auteurs. Parce que, et je remarque que ma sensibilité va vers des auteurs qui ont un peu toujours le même profil. C'est-à-dire que c'est des gens ce qu'ils préfèrent faire, c'est la bande dessinée et raconter des histoires. C'est souvent des auteurs qui font tout. Et à côté, parce qu'ils ont besoin de vivre, eh ben ils font de l'illustration pour du jeu de société. Ils sont chara-designers pour le jeu vidéo. Donc c'est des gens qui travaillent dans le dessin pour gagner de leur vie, ou dans la publicité ou dans le graphisme pour gagner leur vie. Mais à côté, sur leur temps libre, ils font de la BD. Et comme ils sont dans des pays où il n'y a pas cette industrialisation de la BD, eh ben ils y vont à fond. Et parce qu'ils n'ont pas besoin de ça pour vivre. Et ça, en fait, ça change tout. Ça me fait un peu penser quand même. La BD dans les années 70, c'était, je pense, se rapprocher peut-être un peu plus de ça quand même, où il n'y avait pas cette pression économique. Voilà. Donc, très bien. Et alors, de toute façon, c'était dans le nom un petit peu, dans ton nom des aventuriers de l'étrange, cette volonté aussi donc d'aller vraiment chercher partout, c'est possible. En fait, au début, c'est aussi pour ça le nom a changé. Donc au début, quand j'étais tout seul, c'était Aventurier de l'étrange parce que je m'étais dit, c'est pareil, quand j'ai choisi le nom, c'était pas innocent. Je savais, je voulais un nom quand on choisit un album Aventurier de l'étrange, je voulais indiquer clairement, enfin c'est hyper basique, hein, je voulais indiquer clairement ce qu'on allait trouver, hein, de l'aventure et de l'étrange, point. Et je me suis rendu compte justement en développant presque des liens d'amitié avec les auteurs. Il y a certains albums qui étaient absolument pas dans cette ligne éditoriale-là. Parce que les auteurs, je les aime bien. Il y a une personne qui fait un sujet, par exemple, Nouria Tamarit, qui fait un album où c'est plutôt un sujet féministe. Je me dis, oh merde, hein, j'aime bien ce qu'elle fait, je publie, quoi, point. Je suis une petite maison d'édition, franchement. Il y a que moi, il y a pas, l'enjeu économique, même si je voulais gagner de l'argent, évidemment, mais l'enjeu économique, comme j'étais tout seul, n'était pas si fort que ça. Et donc, avec la reprise du groupe Bambou, en discutant avec Olivier Sulpice, on a modifié le nom parce que Aventurier de l'étrange, c'était trop restrictif. Là, on a choisi
de l'appellation aventurier d'ailleurs, justement pour ouvrir sur l'ailleurs, donc, et pas forcément des courses-poursuites à fond la caisse, des monstres, des sorcières. Et puis ta édition 2, c'est l'international en fait qui transparaît là-dedans. Ouais. Mais justement, avant de passer sur la reprise par Bambou, enfin, est-ce que tu identifies qu'est-ce qui a fait que ça a été compliqué pour toi? Oui, je pense que je suis très mauvais en communication, donc je pense que je communiquais très très mal. J'ai essayé aussi plusieurs fois de faire des financements participatifs, mais j'ai un réseau qui est très faible et je sais pas le développer. En fait, je suis un mauvais communicant, tout simplement. Et aussi le fait que pour les petits éditeurs, un des problèmes, c'est que la diffusion et la distribution est super faible. En fait, les petits éditeurs n'ont pas accès aux structures de diffusion et de distribution performantes. Et donc, on fait un peu comme on peut et les livres ont quasiment pas de visibilité, malheureusement. Ouais. Parce qu'ils sont pas présentés aux libraires, ils sont pas mis dans les librairies, ils sont pas vus. Je sais que moi j'ai beaucoup été en colère avec mon diffuseur de l'époque. Et mais une fois, comme quoi, le hasard. Je me souviens, c'était au moment du Covid. On était tous avec nos masques. Et j'avais un album dans lequel je croyais énormément. Donc j'avais fait une liste, donc le représentant passait dans les librairies pour vendre le livre. Mais moi, j'avais en tête, justement, j'avais fait une petite sélection d'une dizaine de librairies pour faire de la surdiffusion, aller leur présenter moi-même l'album. Et c'était à Paris, je passe devant une librairie que j'aime absolument pas, mais elle était sur ma liste. Et je me suis dit, je vais pas donner un album à ces cons-là. Et donc, j'y suis pas allé. Mais à côté, il y avait une petite librairie que je connaissais, mais qui était pas sur ma liste. Donc, je me suis dit, à la place, je vais aller là. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait le représentant qui était en train de défendre le programme et mes livres. Donc, j'étais planqué derrière mon masque. Je me suis mis à 1m50. J'ai fait style de regarder les BD. Mais du coup, j'ai vu comment il s'y prenait. Et en fait, donc, je sais qu'à ce moment-là, il présentait 2 de mes livres. Il y en a un, chaque représentant, vraiment, il a 30 secondes pour parler du bouquin. Donc, en 30 secondes, sur le premier livre, j'ai eu l'impression qu'il avait plutôt globalement fait le job. Sur le deuxième, il a juste dit le titre. Et donc, je suis absolument convaincu que dans tout le programme qu'il a, tous les livres qu'il avait à présenter, parce que eux, c'est une structure qui a, je pense, à peu près 250 livres sur chaque trimestre. Il peut pas parler de tout. Je suis sûr qu'il y a même des livres, il peut même pas en parler. Et après, en fait, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, en fait, à chaque fois, je me disais, s'il ne marche pas, je dis, putain, le diffuseur, il fait pas son boulot, c'est pas possible. Et là, je me suis rendu compte de la réalité du boulot. En fait, le gars, il faisait ce qu'il pouvait et il pouvait pas faire plus. Et après son entretien, je suis allé le voir, comme Zorro, j'ai viré mon masque, mais je l'ai même pas pourri, quoi. J'ai vu la telle difficulté que c'était. Et donc, le problème est là. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de livres. Tout le monde fait un peu comme il peut, finalement. Mais c'est dur, quoi, tout simplement. Et je sais pas, honnêtement, je suis très admiratif de petites maisons d'édition, justement, comme ça et là, ou des structures indépendantes qui tiennent depuis très longtemps, parce que c'est tellement dur. Et il y a pas un moment où ça te décourageait de dire, mais en fait, de toute façon, il y a trop de livres et au final, moi, j'en ajoute encore à la surproduction qui est un vrai sujet. Mais... Et après, bien sûr que tu as envie d'éditer aussi des choses que tu trouves, toi, intéressantes. Mais après, il y a un truc aussi, j'ai tellement perdu de temps dans mes 15 ans de boulot à faire des choses qui avaient aucune importance. Là, c'était un peu pas comme la dernière chance, mais je me suis dit, franchement, vas-y à fond. Enfin, moi, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'emprunt sur une maison. Si je me gamelle, en fait, j'emmène personne avec moi, et c'est pas des sommes non plus énormes. Donc, en fait, jamais, à aucun moment, j'ai dit, j'essayais toujours de trouver, même avec ces problèmes d'argent, j'ai toujours essayé de trouver des solutions pour continuer. Et même avec la diffusion avec qui on s'est beaucoup fâché, il y avait quand même un échange positif. Donc non, à aucun moment, et j'ai tout le temps essayé de trouver des solutions pour continuer. Et donc là, je sais pas comment est-ce que j'aurais,
Après, honnêtement, c'est vrai que si Bamboo avait pas été intéressé, je pense que les choses ont, je sais pas ce que je serais devenu. Je sais pas si, enfin, en tout cas, la structure serait morte parce que c'était trop compliqué, vraiment trop dur financièrement. C'était quoi? C'était que les titres que tu sortais arrivaient pas à se rentabiliser? Ils se vendaient pas suffisamment. Je pense que je faisais des livres trop chers aussi. Je pense qu'il y avait des choses où les formats étaient pas forcément optimisés. Enfin, j'allais tous les week-ends, j'allais faire des festivals à droite et à gauche pour faire de la vente directe, pour combler. Et malgré le fait, parce que c'est du rachat de droits, donc c'est quand même beaucoup moins cher que de la création, mais j'arrivais pas. Je sais que sur 30, en fait, je me suis rendu compte que à force de charbonner, les livres commençaient à être rentables à partir de 3 ans d'existence. Et je pouvais plus tenir, quoi, à la fin. Enfin, ouais. Mais j'ai des proches qui m'ont prêté de l'argent. Enfin, tout le monde a. Enfin, ouais. C'était de la galère, quoi. C'était de la galère. Alors justement, qu'est-ce que ça te permet d'avoir comme apport en plus de le fait d'intégrer un groupe d'édition comme Bamboo? Ben. Au-delà de l'assise financière, hein, j'imagine derrière, quoi. Ben, en fait, financièrement parlant, bon, oui. Il y a, financièrement parlant, c'est beaucoup plus facile de monter des projets. Mais c'est pas les budgets sur les albums n'ont pas du tout explosé. Ça, j'avais peur. J'ai contacté, enfin, il y a aussi un truc. J'ai contacté Bamboo parce que encore une fois, donc je les connaissais pas, mais tout le monde m'en disait beaucoup de bien, humainement parlant. Et ça, moi, c'est essentiel. Enfin, s'il y a un auteur hyper talentueux qui fait un truc qui a des chances de se vendre énormément, si ça matche pas du point de vue humain, mais jamais de la vie je travaillerai avec lui, impossible. Et donc là, il y avait ça quand il y a eu une réactivité super rapide de Olivier Sulpice. C'est lui qui m'a appelé en direct. C'est pas quelqu'un en dessous de lui. C'est pas sa secrétaire ou je sais pas qui. On s'est vu assez vite. Et le contact est passé. Comme je te disais, les choses se sont faites très rapidement. Mais en fait, il y a un plan très précis. Moi, j'avais peur quand même. Parce que je connais pas trop non plus le groupe Bamboo. Je voyais que ce qui les intéressait, c'était mon côté un peu démerdard, que j'arrive à faire des livres pas trop mal pour pas beaucoup d'argent, tout ce réseau que j'avais réussi à développer. Mais je me suis dit, mais si ça se trouve, tu vas avoir les 2-3 premiers livres vont pas marcher, on te dégage, on met quelqu'un de plus expérimenté que toi, et puis pour récupérer ton réseau et tout le reste. Et en fait, c'est pas le cas. Il y a vraiment un plan défini pour installer la structure sur le long terme, avec justement des seuils budgétaires à pas dépasser pour pas faire des livres trop chers. Et c'est plutôt bien, et de pas bourriner comme des malades sur des mises en place au risque de se prendre plein de retours. Les choses, il y a un plan vraiment hyper cohérent et tranquille pour que la structure perdure, et finalement ça porte ses fruits. On est en avance sur les prévisions qui étaient prévues. Il n'y a pas de pression particulière. Il faut que tu sortes 25 livres par an. Non, parce que là, c'est quoi? T'es sur une douzaine de titres à l'année, peut-être? Là, c'est à peu près une dizaine. Ouais. Mais le truc, c'est que si dans l'année, on en trouve que 8 ou 9 hyper bien, on ne fait que 8 ou 9. On va pas en sortir un parce qu'il faut sortir un livre de plus. Faut vraiment que ce soit pour des bonnes raisons. Et ça, j'aime vraiment bien ça. Ouais. Alors comment aussi tu t'es lancé quand les aventuriers d'ailleurs se créent? En fait, je crois que tu fais des rééditions de certains titres que tu avais déjà précédemment publiés. Comment tu fais tes choix en termes de ceux-là, je leur donne une nouvelle chance, et ensuite je vais aussi apporter des nouveautés pour que ce soit pas une collection de rééditions? Alors, je m'étais dit initialement, donc c'est pareil, je parle en toute avec ce que je ressentais à ce moment-là, en toute transparence, et je connaissais pas trop. Enfin, je pensais, je m'étais dit un peu de façon un peu, comment dire, un peu de façon pas rancunière, mais un peu par
un peu par vengeance, je m'étais dit, mais revanche plutôt. Revanche, c'est plutôt la vengeance, c'est vraiment non, pas vengeance, non, plutôt revanche. T'avais une forme de revanche à chercher. Plutôt une revanche. Je me disais, mes livres, ils ont pas eu beaucoup de succès, donc si je les ressors tous avec une diffusion, une distribution, une bonne diffusion, franchement, aucun problème, et ça me permettra de leur redonner de la visibilité. Au début, je pensais vraiment ça. Et je me suis rendu compte, je me suis heurté un peu plus au marché. Donc sur la première année, donc on a fait des choix. On a pas moi tout seul, avec Olivier, avec l'équipe, on a décidé de redonner une deuxième chance au livre qui potentiellement a le plus de chances de trouver un nouveau public. Et aussi, c'est parce que comme cette nouvelle structure s'est mise en place très rapidement, en fait, il fallait trouver des livres rapides à faire. Et donc là, c'est des livres qui étaient existants déjà. Donc c'était plus facile. Mais donc sur la première année, il y a eu, quand j'étais tout seul avec les aventuriers de l'étrange, il y a eu en 6 ans, il y a eu 35 livres. On a choisi d'en reprendre sur la première année 6. Et ce qui était prévu, c'est qu'il y ait à peu près la moitié du catalogue qui soit repris, à peu près. Et puis de toute façon, vu que tu dis qu'ils n'avaient pas forcément trouvé leur public avant, ça pouvait même presque paraître pour de la nouveauté en fait, pour ceux qui connaissaient pas ton travail avant. Ouais, c'est ça. Mais on s'est rendu compte que les livres n'étaient pas non plus si anciens que ça. Et donc tous ces 6 livres de la première année, ça a été très compliqué en librairie. Donc on a décidé, après ce constat-là, on a décidé, on va sur de la nouveauté, quoi. Les livres, ils ont leur vie, un peu chaotique, mais ils ont existé, on en est content, c'est comme ça. On passe à autre chose. Et on continue avec les auteurs, mais sur des nouveaux projets. Alors, comment tu choisis un petit peu ton programme? Comment tu définirais ta ligne éditoriale aujourd'hui? Donc, il y a ce côté, de toute façon, c'est international, c'est plutôt jeunesse, c'est plutôt fun. On essaye, en tout cas. Oui, c'est ça. En fait, c'est que c'est complètement ça. Je sais. Et sans restriction sur les pays d'origine, c'est surtout ça, tu vois. Non, pas, vraiment aucune restriction. Je sais que la Russie, c'est un peu compliqué en ce moment. Il y a un auteur russe, Alexander Routkin, avec qui je m'entends très bien, donc ça me pose pas de problème. Après, c'est vrai que dans mes choix, c'est quand même pas, c'est pas des choix politiques, c'est pas. Moi, je veux faire rêver les gens, en fait. Je veux les faire réfléchir, mais je veux avant tout les faire rêver. Et je veux les émerveiller et les faire rêver. Le cas particulier de Derek Laufman. Comment tu l'as rencontré, ou comment tu as rencontré son travail peut-être avant de le rencontrer lui? Alors, Derek Laufman, donc c'est quand j'étais tout seul. Je pense que c'est l'algorithme de Instagram. C'est horrible, il faut dire merci à Mark Zuckerberg, du coup. C'est terrible quand même de faire ça. Hein. Oui. Donc je suis tombé sur son travail par hasard. Donc j'étais tout seul à ce moment-là. Donc il avait fait un album qui s'appelle, donc en français c'est La sorcière de Wickerson. C'est quelque chose qu'il avait fait en auto-édition. Donc je l'ai contacté directement. Je pense que j'ai dû envoyer soit un message sur son site internet ou par Instagram, je sais plus comment, mais c'est comme ça. Il m'a répondu. Il se trouve que lui, il a pas d'agent. Il fait tout seul. Ouais, il fait tout seul. Sur la partie BD. Après, il travaille beaucoup avec Disney, avec Marvel, avec DC pour du travail d'illustration de commande. D'accord. Mais toute la partie BD, il fait ça tout seul dans son coin avec sa femme. Donc on trouve un accord pour que je publie cet album-là. Et il se trouve que il y avait beaucoup de changements à faire. Moi, il fallait que ça rentre à l'époque, j'avais une collection où c'était tout le temps le même format. Et lui, cette histoire-là, c'était un format carré, donc ça faisait un peu bizarre. Et donc en discutant, lui a proposé de retravailler l'album, mais vraiment travailler l'album. Je pense qu'il a ajouté une 20aine de cases, il a refait plein de trucs. Et en fait, c'est comme ça qu'est né que la relation s'est nouée. Et aussi, une des raisons pour laquelle je m'entends hyper bien avec les auteurs, je pense, c'est qu'en fait, je cache rien.
C'est une vraie collaboration. Parfois, je veux changer des choses, mais ça va pas dans le sens de l'auteur. Bah, on en parle et puis on fait pas, quoi. C'est le problème pas là. Et Derek, il était très fâché avec les éditeurs anglo-saxons. Ça se passait tout le temps mal. Et avec moi, c'était facile, en fait. L'album, c'est pas super bien vendu, parce que j'étais tout seul, comme tous mes albums, finalement. Mais on est tout le temps resté en contact. Je savais ce qu'il faisait, les projets sur lesquels il travaillait. Il savait que moi, j'ai pas de sous, je peux pas lui proposer de création. Et il se trouve que, donc parce que Derek, il est sur, je sais pas s'il aura le temps de faire toutes les BD qu'il souhaite faire, mais il est sur plein de projets à la fois, et c'est des gros trucs. Et moi aussi, dans ma stratégie, quand je commence à travailler avec un auteur, c'est pas juste un album. On voit ce qui se passe, c'est de poursuivre le travail. C'est vraiment poursuivre. Mais il y a aussi ça, en fait, quand j'étais tout seul, mais je vais revenir sur Derek. Je fais une petite aparté, vas-y. mais à un moment, prends le volant, vas-y. Tout va se. Comme j'étais tout seul et du coup qu'il n'y a pas vraiment de poids économique, je peux me permettre d'aller à fond avec un auteur. Et si j'aime bien le gars, je vais à fond et j'essaie de faire au mieux. Et j'ai conservé ça. Et je pense que ça peut-être ça les flatte aussi un peu les auteurs. Ma stratégie, c'est quand bon élève, quand j'ai monté la structure, j'ai lu plein d'études et plein de trucs pour essayer de connaître la formule magique des albums qui se vendent bien. Donc plus j'approfondissais mes études, plus je lisais des trucs, plus il fallait que j'ajoute des conditions. Et à un moment, ça m'a tellement pris la tête. Je dis non, c'est bon. S'il y avait une formule magique, franchement, tout le monde la connaîtrait. Oui. Donc, je me suis basé uniquement sur 2 critères. L'attrait sur une série et l'attrait pour un auteur. Sachant qu'en rachat de droit, les séries, c'est quand même compliqué. C'est compliqué d'acheter des séries qui durent très longtemps. Ouais. Et donc, le critère principal, c'est l'attrait pour un auteur. Et donc, le but, c'est essayer, dans l'absolu, de publier tous les ans un album du même auteur. Parce que un nouvel album génère des ventes sur les précédents. Bien sûr, ouais. Si, évidemment, il y a une cohérence dans le travail de l'auteur. Et avec Derek, donc la princesse, la sorcière de Wickerson, de mémoire, c'était l'un de mes derniers albums quand j'étais tout seul. Je crois que c'était 2023. Je sais qu'il avait fait un autre album qui était disponible, qui s'appelle Bot 9. Donc j'avais déjà la volonté de le faire. Et donc là, avec le changement de structure, donc j'ai présenté à l'équipe éditoriale, et donc ils ont été OK. Donc on a fait cet album-là. Et il se trouve aussi que donc là, c'est pareil. On a quand même changé pas mal de choses. Et quand c'est comme ça, il y a une équipe de graphistes qui fait la maquette, mais quand il faut refaire une case ou ajouter des pages, ce que je fais, même si c'est du rachat de droit, oui, on fait des nouvelles couvertures, on change des cases, on ajoute des pages. Moi, ça me pose vraiment aucun problème. Mais du coup, en collaboration avec l'auteur. Et donc, et je savais, donc c'est exactement ce qui s'est passé avec Bot 9, mais je savais que l'auteur avait sorti en 2017, quelques années avant, Pilleur de ruines chez Jungle. Et en fait, il est extrêmement. En fait, l'édition de Jungle est calquée sur l'édition canadienne. C'est exactement la même chose. Mais la maquette de l'édition canadienne est dégueulasse. Et du coup, ils ont repris exactement la même chose. Et il y a plein de choses qui vont... Il y a vraiment plein de choses qui vont pas dans cette maquette, mais vraiment. Et donc, Derek était très fâché contre ça, parce que la maison d'édition canadienne a fait n'importe quoi, sans lui demander son accord, et Jungle est arrivé derrière, a traité avec les Canadiens, en faisant exactement la même chose que Derek. Il pétait un câble. Et en fait, il s'est bagarré. Et moi, donc, j'ai lu l'album et je trouvais que l'album, il pouvait être 1000 fois mieux
que ce qui avait été avait été publié. Tu pourrais donner des exemples de ce qui allait pas dans la maquette? Ce qui allait pas, c'est qu'il y avait dans les mêmes bulles, par exemple, il y avait des polices différentes, avec des couleurs différentes. Il y avait les bulles de texte prenaient beaucoup trop de place. C'est un album qui, le dessin et les couleurs sont hyper bonnes, mais comme le format est petit, on s'en rend pas compte. Donc là, je trouvais, enfin, je me souviens plus malheureusement, je vais pas me faire que des amis, hein, mais je trouvais la traduction de Jungle vraiment pas terrible. Et donc on a donc ça faisait un certain temps, peut-être 2 ans peut-être, qu'on en parlait avec Derek. Je lui ai dit mais si, parce que je suis pas naïf aussi, je sais que généralement quand on fait du rachat de droits, c'est 5 ou 7 ans. Donc l'album étant sorti en 2017, je dis oulala, vers 2022, 2023, normalement tu vas pouvoir récupérer tes droits, et moi derrière, bim, j'arrive, je te rachète le truc. Et c'est un peu ce qui s'est passé. En fait, lui, pour l'édition française, c'est ce qui s'est passé. À un moment, ça n'a plus été disponible, et lui, Derek, s'est bagarré avec, je me souviens plus le nom de la maison d'édition canadienne, s'est bagarré pour récupérer ses droits. Ce qu'il a réussi à faire, et dès que ça a été fait, il me l'a dit, et on s'est lancé tout de suite dans le projet. Et je me souviens donc il est sorti en juillet 2024. Ouais. Quand au début de l'année 2024, avec toute l'équipe avec Olivier et toute l'équipe Bambou, on avait fait le planning des livres. C'était un livre qui n'était pas prévu. Hein. Il est sorti en juillet. Je pense que on a dû commencer à travailler dessus peut-être en février. Je me souviens même pour la réunion commerciale, on n'avait pas de couverture, ça s'est fait vraiment hyper vite. Mais Derek a été super réactif. Mais pourquoi se précipiter comme ça? Surtout que juillet en plus, je dirais que juillet c'est un peu une période creuse, donc peut-être que ça. Il y avait c'était pour ça aussi. Il y avait Bot 9 était sorti de mémoire, c'était en mars. Elle avait plutôt des bons retours. Le début du mois de juillet, c'est en fait sur la parution, c'est entre le 15 juillet et 15 août où c'est compliqué. Et début juillet, il n'y a pas beaucoup de titres. Donc là, il y avait une fenêtre de tir pour potentiellement donner un peu de visibilité à l'album. Mais encore une fois, comme c'était un album en fait très peu cher, c'était du rachat de droits, mais en plus, quand c'est comme ça, je traite directement avec l'auteur. Je passe même pas par la maison d'édition. Ouais, ou par un agent. Donc le risque était hyper limité. Donc voilà. Donc ça s'est fait comme ça, assez rapidement, et l'album a marché beaucoup plus que ce qui est prévu, que ce qui était prévu. La couverture, c'est une nouvelle couverture? C'est une nouvelle couverture sur cet album par rapport à la version de Jungle. Donc on a donc agrandi le format. Je pense que refait la traduction, mais même pareil en collaboration avec Derek, en discutant avec lui. L'album, lui, il avait fait l'album en 2015, et depuis il est plus le Derek Loffman de 2015. Et en parlant, il me dit non, mais il y a trop de textes, et je pense que, donc on a refait la traduction, mais je pense que par rapport à la version d'origine, on a dégagé la moitié du texte. Aussi, ouais, d'accord. Parce que le but, c'était de donner plus d'ampleur au visuel. On a ajouté, lui, il a fourni une map monde. On a ajouté des espèces de cartes perso. Je sais qu'il a retravaillé quelques images. On a ajouté un cahier à la fin. Donc lui il est hyper content du résultat. C'est pour ça que cette année vous faites encore du Derek Loffman avec Dun Cross, mais qui est une compilation en fait de 2 récits sortis séparément. En fait, je savais que sur cet album-là, que Derek travaillait sur ce personnage. Donc je me souviens plus exactement quand, mais il y a quelques années, il avait sorti une première histoire de 24 pages qui était en noir et blanc. Et qu'il était en train de travailler sur une histoire un peu plus importante, plus longue, avec ce même personnage. Donc juste que j'explique, oui. Mais donc de chevaliers qui est accompagné par un prêtre et qui font des enquêtes sur des phénomènes paranormaux. C'est pas enquêter, mais c'est pas vraiment. Enfin, en gros, c'est. Comment je vais pas dire que c'est un peu ça.
Je suis le pire vendeur possible. Ah bah tu peux pas dire que c'est un mauvais communicant. Je peux pas dire que c'est. C'est un peu bas du front quand même. Hein. En gros, c'est-à-dire que c'est hyper simple. C'est un chevalier qui va défoncer des monstres et parce que il y a des monstres qui essaient qui pop un peu comme ça et il est accompagné par un prêtre qui veut archiver ses exploits en fait. D'accord. Ouais. Donc c'est uniquement ça. Et donc je savais que Derek travaillait sur cette deuxième histoire plus longue. Il me montrait l'avancée du travail. Et initialement, ce qui était prévu, c'était de faire un album qui regroupe 3 histoires. Une longue de à peu près 50 pages, celle-ci et puis 2 courtes de à peu près 25 pages. Initialement, c'est vraiment ce qui était prévu. Le Trésor des Terres de Ruines ayant eu plus de succès que ce qu'on pensait, on a envisagé de faire un 2e tome du Trésor des Terres de Ruines, ce qui arrivera un jour ou l'autre. Mais Derek ayant vraiment pas mal de boulot, il me dit moi je suis chaud pour ce projet, mais en fait il me faut 1 an où je fais que ça. Et donc c'est pas jouable. Donc lui m'a proposé, il m'a dit mais attends, si on se focalise plus sur Duncross, si on fait seulement, parce que pareil entre-temps, donc il a fait un financement participatif sur la longue histoire qui a eu beaucoup plus de succès que ce qu'il pensait. Donc là, il a vu qu'il y avait une demande supplémentaire. Il y avait vraiment de la demande autour de ce personnage-là. Et donc, cette 3e histoire qui, initialement, nous, on l'avait prévue pour que ce soit court, à peu près 24 planches, il me dit non, j'ai envie de faire une autre histoire avec ce personnage, mais un truc avec vraiment beaucoup plus d'ampleur, sur à peu près une 100aine de pages. Donc, j'ai pas le temps. Donc, on a choisi de prendre uniquement ces 2 histoires-là. La première en noir et blanc, Derek l'a colorisée. On a ajouté des éléments qui font le lien entre les 2 histoires. On a créé pas mal de choses justement pour ajouter du lore et pour pas que ce soit finalement une compilation de 2 histoires finalement. Donc là, c'est un album qui se tient en lui-même avec un fil rouge conducteur. D'accord, donc ça sortira en avril. Ouais, fin avril. Fin avril. Il y a aussi d'autres, juste parce que j'angle juste sur la partie un peu des auteurs de comics, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse dans le podcast. Mais James Burks, du coup, qui fait Alligator, qui a l'air super sympa. Je connais pas forcément, mais le design de couverture, en tout cas sur la couverture, les personnages, le gros crocodile. Ben là, c'est pareil. Lui, c'est un auteur. C'est la partie anglo-saxonne et un peu grâce à Derek quand même. Moi, je lis malheureusement pas beaucoup de comics. Je connais pas bien, hormis les super-héros, mais oui. Je connais pas très très bien. Mais grâce à Derek, en fait, je rencontre des gens. Des gars comme je sais pas Armand Bodmar ou Dax Gordin et donc il m'ouvre un peu sur cette c'est pas lui directement mais qui me fait rencontrer ces gens-là, mais il m'ouvre l'esprit sur des choses que je lisais pas forcément avant et sur James Burke, lui c'est un gars, encore une fois, hein, c'est un gars qui bosse dans l'animation, qui a travaillé sur les derniers Disney en 2D, mais à côté il fait de la BD, son style est plutôt épuré, mais c'est hyper dynamique, ça fait un peu penser aux séries de Nickelodeon. Et donc j'ai vu très Razmoket, la gamine. Mais oui, dans l'esprit, donc au début, c'est pas cet album-là que j'ai découvert en premier. Il a fait une mini-série de 2 albums qui s'appelle Agent 9. Je suis tombé dessus complètement par hasard. Et au début, au début, je voulais faire ça d'abord. Mais pareil, en achetant tout ce qu'il avait fait, j'ai vu Alligator et en fait, c'était peut-être un peu plus facile pour faire découvrir cet auteur-là. Et donc, maintenant, c'est un peu ta réflexion, c'est un peu quelle est la meilleure porte d'entrée pour cet auteur. Complètement, ouais, complètement. Et donc là, il y aura un album tous les 6 mois de James Burke. La collaboration se passe bien, un peu moins fluide qu'avec Derek parce que là, il y a un agent qui est entre nous deux, mais c'est pareil même.
même s'il y a l'agent, les moindres modifications, je les envoie. Je veux pas faire n'importe quoi. Comme je change encore beaucoup de choses, mais je veux pas faire n'importe quoi. T'as aussi retrouvé Pedro Rodriguez, dont on parlait au tout début de ce podcast parce qu'en fait, il fait une collaboration avec un auteur américain, Steve Fox, qu'on voit nous être de plus en plus présent, notamment chez Marvel, mais qui donc là fait Adventure Kingdom, donc de la création. Alors pour Pedro Rodriguez, il se trouve qu'il a fait beaucoup de choses aux États-Unis. Ouais. Et donc ça, Adventure Kingdom, c'est un projet que j'avais vu, que je voulais publier depuis, je crois qu'il date de 2021, je crois. Depuis quelques temps, mais contractuellement ça a été compliqué avec la maison d'édition. Mais moi, je connaissais pas moi Steve Fox. Donc là, ça c'est une mini-série. Il y a deux gros tomes de 130 pages, mais c'est le format. Le format du livre français est un format franco-belge, mais le découpage, on est sur des épisodes de 24 planches, c'est très feuilletonnant. C'est du comics, hein. Complètement. Mais ça, de toute façon, ça te dérange pas parce qu'à côté, t'as aussi j'imagine d'autres auteurs plus européens ou d'autres pays. Mais en fait, je me pose vraiment pas la question. Ça, ouais. Vraiment pas. Tu te dis pas, il faut un quota de certains pays. Non. Même si je me freine sur l'Espagne. Oui, parce que t'es trop, sinon il y en a trop. Là, il y a le pavillon espagnol, tu te retiens d'y aller. C'est terrifiant. Il y a plein d'auteurs tellement talentueux. Peut-être qu'ils te laissent pas rentrer, en fait. Regardez, c'est le fou, là, celui qui veut parler à tous les auteurs. Il faut pas le laisser rentrer. Il y a aussi en février juste une adaptation de Frankenstein, alors, qui sort. Oui, ça, c'est un peu le même cas que Le Trésor des Terres de Ruines. C'est un album qui avait été publié, donc c'est un album espagnol, qui avait été publié en 2006 aux éditions Petit à Petit. Ok. L'édition n'est plus exploitée et je trouvais qu'on pouvait faire mieux en fait. Donc j'ai contacté la maison d'édition espagnole ayant fait faillite. Ce sont les auteurs qui ont récupéré les droits. Donc j'ai traité directement avec eux et on a fait énormément de changements de format. On a ajouté les couleurs, on a ajouté une double page. Il y a des cases qui ont été refaites. Donc ça sort la semaine prochaine. Les auteurs, on a réussi à faire venir les auteurs pour présenter l'album en avant-première. C'est là dans le festival, tu veux dire? Oui. Très bien. Et si je regarde un peu le reste du programme de l'année, il y a aussi Traqué dans l'espace, qui est un auteur. Lui, c'est un auteur. Alors, il vient d'où celui-là? Lui, il vient d'Écosse. Okay. Il vient d'Écosse, mais pour le coup, je pense que on peut vraiment le mettre dans la case comics. Ouais. C'est quelque chose qui est sorti. Alors, je pense que je suis tombé aussi sur son travail grâce à l'algorithme de Mark Zuckerberg. C'est un grand space opéra sur 240 pages, mais qui c'est gros, qui est chapitré en 6. Donc, au début, de toute façon, quand je choisis les auteurs, c'est toujours le dessin. C'est toujours le dessin qui va faire que je vais vouloir en savoir plus. Donc là, on suit un vieux. Non, il doit avoir 35 ans. Un capitaine. Alors, il n'est pas vieux du tout. Non, il n'est pas vieux du tout. Non, il est dans pas vieux du tout. De l'âge. Ouais, exactement. On suit un capitaine. L'humanité a disparu. Lui est le dernier survivant parce qu'il a été. Il était en hibernation sur une planète. Il revient à la vie et la seule chose qui lui reste, c'est la promesse qu'il avait fait à sa femme de retourner sur Terre. Sauf que là, il y a plus d'humains. La Terre est en quarantaine et l'humanité a disparu. Donc, il s'accroche coûte que coûte à cette promesse-là, même s'il sait que plus rien ne l'attend sur la Terre. Mais comme c'est le dernier humain, sa valeur est inestimable et donc il est traqué par plein de chasseurs de primes. Donc c'est hyper dynamique, c'est construit comme une série. C'est très visuel. Il y a de l'action, c'est drôle, mais surtout c'est hyper émouvant parce que c'est ce gars qui a plus rien et qui s'accroche à un espoir qui n'existe plus. Donc c'est ça, voilà, c'est ça aussi. Il faut que ce soit fun, mais il faut que ce soit aussi. Enfin, la caractérisation des personnages est très importante pour moi. D'accord. Au sortir de tout ça, enfin là, maintenant que ça fait 1 an, comment tu te sens plus serein quand même dans cette aventure? Ouais, je suis beaucoup plus serein parce qu'il y a un vrai accompagnement.
avec toute l'équipe de Bambou, avec la diffusion. On essaie de... Tous les livres marchent pas, hein, comme on le souhaiterait en tout cas, mais il n'y a pas d'épée de Damoclès ou sur la tête. Je sais que il y a un plan sur le long terme, que tout le monde va dans le même sens, que je peux pas faire n'importe quoi, on est d'accord, hein, c'est très cadré, mais c'est bien justement dans ce cadre-là. J'ai beaucoup de liberté et tout le monde va quand même globalement dans mon sens. C'est ultra appréciable. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Marc-Antoine de ton temps surtout. J'ai envie de dire, je mettrai un lien dans la description de toute façon de ce podcast pour aller sur la page pour que les gens puissent regarder un petit peu les différents albums qui sont sortis et qui sont à venir. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en librairie. Particulièrement pour le travail de Derek Loffman, Bot9, Duncross qui arrivera prochainement, et Le Trésor des Terres de Ruines ou Alligator, dont on a d'ailleurs déjà parlé dans le front page et sur lequel je pense que je forcerai un petit peu. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Si vous appréciez ce podcast, le travail des gens qui y passent et le nôtre, n'hésitez pas à le partager pour faire découvrir à la fois l'émission, mais aussi les gens qui y passent et leurs travaux. Et s'il vous reste des sous après avoir dévalisé votre librairie, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre Tipeee. Je te dis à bientôt. À bientôt, c'était un plaisir.